Bonsoir à tous, je me présente, je suis Benoît Pelatin, je travaille pour le laboratoire LCS. Donc je vais vous faire la présentation sur l'antisclérale et les nouvelles possibilités avec la lentille AKS. Dimitri sera notre modérateur pour la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc je vous invite en parallèle à poser vos questions. Vous avez la possibilité, vous avez un chat sur la conversation sur lequel vous pouvez poser vos questions et on y répondra en fin de présentation. Donc on va attendre un petit peu, parce qu'il y a encore du monde qui arrive, et on va commencer tranquillement la présentation. Ok. Alors on y va, on va y aller. Donc du coup, le thème de cette deuxième visio là qu'on va aborder ce soir, ça va être sur l'AKS, donc l'aircon scléral et ses nouvelles possibilités, donc sur lesquelles vous allez pouvoir répondre durant vos adaptations en lentille sclérale. Donc la AKS reste une lentille sclérale, donc avec toutes les indications auxquelles vous pourrez faire face. Donc ça va être dans un premier temps effectivement toutes les déformations cornéennes qu'on peut avoir, que ce soit les kératocones, les DMP, tout ce qui va être greffe de cornée, les cicatrices que vous pouvez avoir dans divers cas, que ce soit suite après des ulcères ou autres, ou traumatismes. On va pouvoir aussi répondre à tout ce qui va être pathologie de surface, donc avec les sécheresses sévères, toutes les dégénérescences cornéennes. On va pouvoir aussi l'utiliser lors des greffes de paupières, etc., etc. Donc au niveau des indications, on reste sur des indications de lentilles sclérales. Donc là, il n'y a pas de grande nouveauté par rapport à tout ça. Concernant les caractéristiques de la lentille, c'est là où on va commencer à rentrer dans le détail de cette lentille. On aura différentes géométries disponibles, que ce soit en sphérique, torique, avec la possibilité de faire des asymétries et collerettes. Je vais passer rapidement parce qu'on va voir par la suite comment utiliser tous ces paramètres, toutes ces géométries. On va avoir aussi un panel de diamètre allant de 14,50 à 17,50 par patte 0,50. L'utilisation de matériaux, de nouveaux matériaux, pour ceux qui ne connaissent pas, avec l'Acuity 200, avec un D4 211, des couleurs différenciées, donc ça, ce sont pour vos porteurs, pour faire justement au niveau de la manipulation, reconnaître bien sa lentille droite de sa lentille gauche. On va aller un peu plus loin au niveau des flèches, en commençant, pour ceux qui connaissaient sur l'ICD, on aura plus de possibilités, on commencera un peu plus bas à 3600 microns jusqu'à 5006, toujours par patte 100 microns. 4 zones ajustables, ce qu'on va appeler la flèche, cornée, limbe, sclère, des gravures plus faciles à observer sur la torique pour, à la lampe à fente, gagner du temps dans votre observation, et possibilité par la suite de faire des traitements, donc sur ce qu'on va aborder, le traitement notamment HydraPEG. Donc toutes ces caractéristiques, vous allez les retrouver au niveau des avantages aussi que l'AKS va vous permettre d'avoir, c'est notamment sur quand vous allez changer de flèche, il n'y aura pas de changement. Lorsque vous changerez de diamètre, il n'y aura pas de changement de flèche, excusez-moi. Donc, quand vous allez passer d'un diamètre à un autre, par exemple d'un 16,50 à un 17,50 ou inversement sur un diamètre plus petit, vous conserverez la même flèche, il n'y aura pas de calcul à effectuer. Du même principe, quand on va changer de flèche, il n'y aura pas de changement de puissance à effectuer. Donc si vous augmentez votre flèche de 200-300 microns selon les indications, vous verrez, il n'y aura pas de changement de puissance à apporter. Donc votre lentille, vous allez faciliter votre adaptation par le fait d'avoir justement moins de calculs à effectuer durant votre adaptation. Autre avantage, justement, va réaliser sur le matériau, du fait d'utiliser un matériau à très haut DK, parce qu'on sera sur un DK de 211. Actuellement, DK le plus élevé présent sur le marché, on obtiendra un DK sur eux plus supérieur et plus important, du coup une meilleure oxygénation pour votre corne. D'autant plus qu'on va se retrouver avec des lentilles plus fines. En effet, l'AKS est une lentille qui sera plus fine d'une manière générale, donc ce qui nous permettra d'augmenter le DK sur eux du système, toujours dans un souci de transmissibilité à l'oxygène. Toujours sur les avantages, donc les géométries disponibles en torique, asymétrique, collerette, et aussi on sera sur une lentille qui sera plus économique parce qu'on est 30% moins cher que les lentilles sclérales du marché. Donc, plus abordable pour vos patients.
attendez, est-ce que voilà, ça va. Donc au niveau des zones ajustables pour la lentille, elles se découpent en 4 zones. On va donc avoir la zone centrale qui va être déterminée par la flèche. Ensuite, on va avoir le milieu périphérique qu'on va appeler la cornée. Donc le diminutif sera le C, tout simplement. On va ensuite avoir une zone limbique, donc qui va être déterminée par le limbe, L. Et enfin la zone de la sclère, donc la zone sclérale, qui sera déterminée par le S. Donc quand vous avez la lentille de face, vous aurez ce découpage-là. Si on prend une coupe OCT comme vous avez en bas, vous avez ce découpage comme celui-ci. Donc la zone centrale qui est la flèche, la zone milieu périphérique de la cornée, la zone limbique, donc la zone physiologique du limbe qui va être L, et la zone de la sclère, donc là où la lentille va reposer. Donc l'appui de la lentille. Autre intérêt et avantage aussi de la KS, c'est la boîte d'essai qui a été repensée. Donc vous allez avoir une nouvelle boîte d'essai qui se représente comme ça. Intérêt, c'est qu'on va être sur, vous allez voir, on a 2 bandes de couleurs, une couleur bleue, une couleur verte. La particularité, c'est que sur donc ce qui va vous faire un total de 24 lentilles, on va donc avoir 14 lentilles en diamètre 16-50 torique par défaut, en première intention. Et ensuite, la bande verte qui va être, on va avoir 10 lentilles de diamètre 15 sphériques par défaut. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir jongler d'un diamètre à un autre et d'une géométrie à une autre selon les besoins et selon les indications que vous aurez. Donc on va y revenir un peu plus tard. Mais d'une façon générale, quand vous allez avoir une élévation asymétrique ou importante, on partira dans un premier temps sur un diamètre 16-50. Pour tous besoin de couverture de votre cornée, encore une fois 16-50, etc. Tout ce qui va être pinguiculable ptérygion, 16-50. Pourquoi? Par rapport à la toricité qui est générée déjà sur la lentille. Diamètre 15, on va surtout la prendre quand on aura un problème d'encombrement, de petit diamètre, besoin d'un petit diamètre justement par rapport à l'encombrement, par rapport au diamètre cornéen, l'optimisation du décassureux parce que c'est là où on se retrouve avec une lentille encore un peu plus fine, etc. Du coup, juste avant, je vous avais présenté ces avantages où, par rapport au changement de flèche, il n'y a pas de modification de puissance. Alors, ça fonctionne de la façon suivante. En fait, on a découpé en 3 segments, 3 catégories. On va avoir une catégorie de lentilles qu'on va appeler pour les indications à élévation faible, ou les cornées à tendance oblate. Une catégorie pour les cornées à élévation normale et moyenne, et une catégorie à élévation extrême. À chaque fois que vous allez travailler dans une catégorie, si on reste sur la catégorie élévation normale et moyenne, et que vous faites une modification de flèche au sein de cette catégorie, il n'y aura aucun changement de puissance à effectuer. De la même façon, si vous travaillez dans la catégorie élévation faible, c'est-à-dire de 3700 jusqu'à 4000, à chaque changement de flèche, il n'y aura pas de changement de puissance à effectuer, etc., etc. Il y aura uniquement un changement de puissance si vous basculez d'une catégorie à une autre. Théoriquement, si votre lentille de première intention est bien déterminée, il devrait y avoir peu de changements d'une catégorie à une autre, sauf quelques cas exceptionnels. Cela ne nous empêche pas, il faudra simplement penser à faire la modification de puissance. Donc on y vient. Quel est le choix de la première lentille? C'est toujours dans le même principe. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler en ICD, on vous a fait un petit tableau récapitulatif selon les indications et la flèche à choisir, justement pour pouvoir répondre et ajuster, en tout cas avoir une flèche de départ qui soit le plus appropriée possible. Donc, tout ce qui va être élévation faible, donc les cornées oblates, on partira sur une flèche faiblement élevée. Tout ce qui va être élévation cornéenne moyenne normale, on va augmenter, etc., etc. Donc pour revenir sur la flèche, pour déterminer votre flèche, donc c'est encore une fois, c'est soit le déterminer à la coupe optique. Donc là, on voit bien, on est sur une adaptation d'un kératocone. Et si on compare l'épaisseur de notre lentille, donc le premier dioptre que vous pouvez avoir, avec toute la fluo que vous avez entre la lentille et la cornée, on s'aperçoit qu'on a une clairance qui est excessive, donc on est sur une flèche trop importante. Dans ce cas-là, on retire et vous prenez une flèche plus faible. À l'inverse, si vous posez votre lentille et que vous apercevez que vous avez un contact au centre, c'est que votre flèche n'est pas suffisamment élevée. Toujours dans le même principe, on retire la lentille et on en choisit une avec une flèche plus grande. Si à la pose, votre clairance est égale à l'épaisseur de votre lentille,
dans ce cas-là, vous êtes sur une bonne flèche de départ, on va conserver cette lentille pour poursuivre votre adaptation. La flèche qu'on recherche à avoir à la pose, c'est environ 300 microns. Maintenant, on n'est pas à 10-20 microns près. Donc, entre une épaisseur de lentille pour l'épaisseur de l'arme pour une bonne flèche. Donc, entre 250 et 300 microns. Ensuite, on va passer, pour l'adaptation, on va passer sur la zone de la cornée, donc la zone milieu périphérique. Donc, pour s'assurer, voir justement à quel moment on détermine cette zone-là. Donc, sur cette première photo, on voit qu'on est sur une adaptation d'une AKS sur une kératotomie radiaire. Donc, on voit qu'on est sur une cornée qui a tendance à être oblate, parce qu'au centre, j'ai suffisamment de fluo. À l'inverse, sur le milieu périphérique, ici, j'ai un contact. Excusez-moi. À l'inverse, sur la deuxième photo, on est sur une... Excusez-moi. On est sur une adaptation d'une greffe de cornée. Et au niveau du genou du greffon, ici en supérieur, on a un contact qui apparaît. Donc toujours pareil, on est sur le milieu périphérique. La troisième photo que vous avez ici, on est toujours sur une adaptation sur une greffe de cornée. Et on s'aperçoit que là, on a des contacts multiples. Là, sur la première photo, sur cette photo-là, on va s'intéresser sur le milieu périphérique, donc le contact qui est généré à ce niveau-là. Donc, pour bien les rematérialiser, ici, j'ai un contact qui va se présenter sur tout le pourtour, à ce niveau-là, et ici. Donc là, on est sur un contact de la zone cornée, donc c'est le paramètre C. Et ce paramètre-là, on va pouvoir le modifier. En fait, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va ouvrir l'angle du paramètre C pour pouvoir dégager la lentille de ce contact. Et toujours dans le même principe, de ne pas augmenter la flèche, parce que sinon, vous conserverez ce contact-là. Excusez-moi. Donc du coup, en fonction de la nature du contact, si vous êtes sur un contact qui est léger, modéré et important, cette ouverture d'angle, on va l'ouvrir plus ou moins. Si on est sur un contact léger, on fera un plus 2, c'est des paramètres qui vont de plus 1 jusqu'à plus 15, de 0 jusqu'à plus 15 par pas de 1, excusez-moi. Et on augmentera au fur et à mesure en fonction de si votre contact est important. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque degré d'ouverture, chaque pas d'ouverture, on va engendrer une augmentation de votre flèche. L'augmentation de flèche, pour un pas d'ouverture, pour plus 1, on va augmenter la clairance de 30 microns. Donc si je fais plus 1 ici, je vais augmenter ma flèche de façon artificielle, donc ma clairance centrale de 30 microns. Maintenant, pour le limbe, on a toujours la même idée. Une fois qu'on a observé votre lentille, on va regarder ma zone limbique, donc ma zone physiologique tout simplement du limbe, et voir si j'ai présence de contact ou pas. Donc là, si on observe la première image, on s'aperçoit que j'ai un contact au niveau nasal, à ce niveau-là. Là, on reconnaît l'image précédente où on avait contact au niveau de la cornée, mais on a aussi un contact au niveau du limbe à ce niveau-là. Ici, si on les matérialise, vous les voyez bien apparaître. Même principe que sur le paramètre C, on va venir ouvrir l'angle, mais à ce niveau, mais au niveau du limbe, donc sur le paramètre L, pour pouvoir dégager la lentille uniquement au niveau du limbe. Donc augmenter la clairance, si vous voulez, au niveau de la zone du limbe. On va toujours reprendre le même principe que sur le paramètre C, donc de la cornée, à chaque pas d'ouverture, donc on va agir par pas de 1, même principe. On augmentera encore une fois la clairance de 30 microns. Donc en fait, on a homogénéisé les deux paramètres, que ce soit cornée et limbe, chaque pas d'ouverture. Donc à chaque fois que vous allez faire un plus 1, vous engendrerez une augmentation de votre clairance centrale de 30 microns. Une fois que vous avez observé votre lentille sur les 3 premiers paramètres, que ce soit sur la flèche, la cornée et le limbe, vous allez regarder, entre guillemets, l'assise de votre lentille. Et on va observer justement, est-ce qu'on a présence de blanchiment? Donc, est-ce qu'on a un passage de l'ensemble des vaisseaux de ma conjonctive? Ou est-ce que, au contraire, j'ai ce blanchiment? Donc, est-ce que j'ai une interruption de ces vaisseaux? Auquel cas, ce qu'on va effectuer, on va venir dégager, si vous voulez, votre lentille. On va soulager la compression qui peut s'effectuer de la pose de la lentille, pour justement permettre à l'ensemble des vaisseaux de la conjonctive de passer en dessous. Donc,
Grossièrement, ce qu'on vient de voir, c'est assez proche et assez similaire de ce qu'on pouvait vous proposer avant avec l'ICD. On a simplement simplifié le nom des paramètres par CLS. Si je le mets dans le désordre, vous allez avoir un petit moyen mnémotechnique assez simple à retenir avec LCS. Donc L pour limbe, C pour cornée et S pour sclère. Donc quelque chose d'assez simple à visualiser. La zone centrale, la flèche, ensuite la zone de la cornée, la zone du limbe et la zone de la sclère. Bon, le but aussi de la présentation, c'était de savoir comment optimiser maintenant justement les adaptations qu'on pouvait avoir à faire. On va pouvoir les optimiser par plusieurs façons, avec toutes les caractéristiques suivantes, notamment de 1 par le diamètre, avec les différents choix de diamètre qu'on va pouvoir vous proposer, par les géométries, donc on va se différencier en deux façons, les géométries internes et externes, et après par les matériaux et les traitements. Donc on va commencer par les diamètres. Donc, comment on va pouvoir optimiser justement le diamètre, enfin comment optimiser votre adaptation par le diamètre? Un grand choix de diamètre va plutôt va favoriser une adaptation pour les cas suivants. Quand vous allez avoir une forte élévation ou ectasie, donc si on prend le cas en haut de l'image que vous avez, on est sur une greffe de cornée à ce qu'on pourrait appeler un bouchon de champagne. Donc là, on se retrouve avec une très très forte élévation. L'idée de prendre un diamètre de lentille plus grand va permettre justement à votre lentille d'aller chercher un peu plus loin sur la sclère pour faciliter le passage en pont. Et du coup, ensuite avec le choix de votre flèche, justement d'aller avoir une adaptation plus simple à gérer. Pour vous donner une idée, la première lentille posée est une lentille de diamètre 16-50 et l'adaptation a terminé en 17-50. La deuxième photo que vous avez ici, alors c'est pas forcément évident à voir parce qu'il faut comparer, mais la lentille qui est posée à ce niveau-là est une lentille de diamètre 16-50, donc le diamètre de première intention. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est sur un diamètre cornéen, donc un DHIV qui est relativement supérieur au standard, à la norme, parce qu'on est à environ 13 mm. Et du coup, on se retrouve avec une lentille qui va être assez tangente au niveau du limbe. Et ça peut engendrer des complications avec une interaction au niveau du limbe, avec des contacts. Alors, avant, ce qu'on pouvait faire, effectivement, c'était d'ouvrir le limbe. On pourra toujours vous le proposer. Mais aujourd'hui, maintenant, dans un souci justement d'optimisation et faciliter votre adaptation, ce qu'on vous conseillera de faire, à mon sens, ça va être d'augmenter votre diamètre pour justement toujours dans cette idée de passer en pont au-dessus de votre cornée plus facilement. Et autre intérêt d'aller choisir un grand diamètre, ça va être surtout ce qui est de problème de surface. Plus vous allez augmenter votre diamètre, plus on va augmenter justement le volume lacrymal de part et d'autre du limbe au limbe. Donc du coup, de bien, entre guillemets, noyer votre cornée dans le sérum physiologique et de bien répondre justement à l'indication qui est de votre sécheresse ou autre problème de surface. À l'inverse, comment choisir un petit diamètre, comment le petit diamètre va se justifier pour les cas suivants. Donc, pour les petites ouvertures palpébrales, pour les petits DHIV ou bien pour les problèmes de manipulation. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'ils sont relativement liés. Et c'est pour ça que là, sur l'image que vous avez, c'est une adaptation qui réunit un peu tous ces points-là. Donc c'est une adaptation sur une greffe de cornée. En fait, la particularité, c'est que ce patient avait une tarso, donc avait une fermeture palpébrale qui était limitée suite à une opération, une chirurgicale. Donc, dans un souci d'essayer d'apporter une certaine lubrification à sa cornée, et en même temps, on est sur un tout petit diamètre cornéen. Donc, on voit bien qu'on a ces trois critères qui sont réunis. Donc, c'était une adaptation qui a débuté en diamètre 15 avec la boîte d'essai, et même sur un diamètre 15, on s'apercevait qu'on était sur un diamètre qui était assez grand pour ce patient. Donc il a terminé en diamètre 14-50, ce qui permet de faciliter sa manipulation et en même temps de ne pas d'être plus adapté à sa taille de cornée. Ensuite, la géométrie torique. Donc là, on va rester dans un premier temps sur la géométrie torique interne. Donc la torique interne, justement, va nous permettre de répondre aux différentes situations auxquelles vous pouvez faire face.
Donc ça va être les compressions localisées, donc dans un méridien. Donc comme on pourrait avoir ici à ce niveau-là, on voit bien que là on a un blanchiment, une compression de mes vaisseaux uniquement dans cette partie-là, mais qui va se vérifier aussi à l'opposé, donc sur ce méridien-là. Donc le fait de passer sur une torique va permettre d'équilibrer la lentille et d'avoir une meilleure appui assise de celle-ci sur toute la circonférence de la lentille. Ça permettra aussi de résoudre les problèmes de décentrement qu'on peut avoir. Donc là, si on prend cette image-là, si en schématisant la lentille, on voit qu'on a une lentille qui a tendance à être décentrée vers le bas. En effet, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que le fait de mettre une géométrie torique va nous aider à recentrer la lentille par rapport à la toricité que la sclère peut avoir. Parce qu'en effet, la sclère peut avoir une toricité qui n'est pas forcément en lien avec celle de la cornée. Quand vous êtes sur un grand diamètre de lentille, donc là ça va reprendre un peu l'arbre décisionnel précédemment sur les grands diamètres. Effectivement, quand vous êtes sur un grand diamètre, on vous conseillera de faire une lentille torique. Pourquoi ? Tout simplement, plus vous allez vous éloigner du limbe, plus on s'aperçoit que la sclère est torique, donc plus on va avoir une influence sur notre adaptation. Donc dans un souci d'harmonie, le fait de passer sur une géométrie torique permettra à votre lentille de mieux répartir son assise, entre guillemets, sur votre sclère. Pourquoi cette toricité ? Elle va être due par rapport à l'insertion des muscles, à d'autres éléments qui interviennent. Ensuite, on va utiliser la torique pour différents éléments qu'on pourra justement ajouter, qu'on va voir, notamment sur la collerette, pour faire des cadrans, mais aussi pour tout ce qui va être pour répondre à vos cylindres qui ressortent, donc pour placer un astigmatisme sur votre lentille, donc là sur le torique externe. Donc pourquoi on va poser une torique ? Tout simplement pour avoir un axe de stabilisation sur votre lentille, parce que la torique va avoir des gravures pour indiquer à quel endroit se stabilise votre lentille pour poursuivre votre adaptation. Donc pour la gestion des asymétries, en fait, ça va se vérifier sur différents points. Lorsqu'on a une compression dans un seul cadran, donc là on n'est plus que dans un cadran, pas dans un méridien. Donc c'est l'observation que vous pourrez avoir à ce niveau-là, par exemple en temps où on a une sorte de panus et du coup on peut avoir une compression uniquement à ce niveau-là. L'idée de faire un cadran, ça va être de dégager sur une seule zone de la lentille et non sur 360, ce qui ne répondrait pas à la problématique de ce patient. L'asymétrie peut aussi être utilisée lorsqu'on a une quand on a une fuite du liquide. Donc c'est la photo que vous avez en bas. Donc on voit bien la fluo qui aurait tendance à partir. Justement, après le resserrage dans cette situation, on permet de limiter ou de supprimer cette fuite-là. Ou alors après, quand vous avez une asymétrie conjonctivale importante. Donc là, à l'inverse, pour compléter la géométrie torique, là on va travailler uniquement dans un cadran, encore une fois. Soit on va venir ouvrir le cadran, ou à l'inverse, on va venir le refermer, selon la situation dans laquelle vous êtes. On va pouvoir aussi vous proposer ce qu'on appelle une collerette. Donc là, la collerette, ça va être dans les situations de Pangécula, donc là, ce que vous avez sur les deux photos suivantes, qui peut aussi être responsable justement de fuite. Donc c'est pour ça que vous avez une petite apparition de bulle là sur l'image de droite. Donc le Pangécula à droite, sur l'image de droite, vous l'avez à ce niveau-là, on le voit, et sur l'image de gauche, on le voit très clairement sur ce niveau-là. Donc l'idée de la collerette, tout simplement, ça va être de faire une petite vague, si vous voulez, sur le bord de la lentille, à ce niveau-là, en fonction de la localisation. Donc la localisation sera indiquée par la stabilisation de votre lentille, que vous pourrez voir facilement avec la gravure. Donc on le voit ici à ce niveau-là, sur l'image en haut à droite. Donc là, on aura son axe de stabilisation. Donc on indiquera sur l'angle l'envie de faire une collerette pour pouvoir soulager la compression qu'on aurait uniquement sur la Pangécula. Donc on vous propose différents grades sur les collerettes, un grade 1, 2 et 3. Plus vous augmentez votre grade, plus cette vague, entre guillemets, sera importante pour justement soulager la compression très localisée de votre lentille. Donc ça, vous pourrez le faire sur une lentille torique, mais aussi sphérique.
Pourquoi sphérique? Parce que, en fait, tout simplement, vous aurez votre collerette qui se positionnera directement sur votre pinguicula et vous aurez un petit trait repère pour la pose. Ces collerettes, on peut les cumuler, on peut en faire une ou deux en nasal et ou temporal, car en général, on peut les retrouver sur les deux. Alors, toutes ces fabrications, toutes ces possibilités d'optimisation qu'on vous propose, on est conscient que c'est pas forcément simple, surtout quand on est en plein rush, en pleine consultation. Donc, ce qu'on a mis en place et ce qu'on vous propose, c'est cette fiche-là qui pourrait être disponible selon demande, qui est une fiche qui est simplement à compléter, donc avec la lentille que vous avez posée, donc son diamètre, sa flèche, les observations que vous pouvez faire. Et pour les observations, vous pouvez même aller dessiner sur le schéma que vous avez ici, en indiquant si vous avez eu une fuite, son axe de stabilisation, si vous avez une pannicula, est-ce elle vous semble légère, modérée ou importante, pour indiquer un grade sur la collerette à éventuellement faire, etc., etc. Ensuite, cette fiche-là, il vous suffit simplement de l'envoyer au laboratoire directement, au service technique, pour qu'on puisse vous conseiller la lentille à prescrire ou à faire dans un second temps. Dernière possibilité, et sur lesquelles on se retrouve régulièrement, auquel on a affaire à faire face régulièrement, pardon, c'est tous les problèmes de surface qu'on peut retrouver sur les lentilles, mais aussi sur les lentilles d'une manière générale et sur les sclérales, notamment quand on travaille sur des problèmes de surface où on a une qualité lacrymale qui est pas forcément au rendez-vous. Donc on a toujours la possibilité d'utiliser les solutions comme un savon, par exemple au T-Clean qu'on vous proposera au laboratoire, ou la solution d'entretien, plus efficace en étant sur un peroxyde d'hydrogène ou bien sur du Clear-USL. Mais maintenant, ce qu'on vous propose, c'est effectivement d'ajouter à la lentille un traitement HydraPEG. L'idée de ce traitement, ça va être on va mettre un revêtement sur la lentille pour augmenter de façon significative la mouillabilité de celle-ci, et donc d'éviter d'avoir des trop gros problèmes de mouillabilité quand vous pouvez l'observer. Donc c'est une option, hein, c'est pas une obligation, mais ça répond à certains problèmes qu'on peut rencontrer. Donc je vous remercie en tout cas pour votre temps, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous permettra de répondre à certains de vos problèmes et d'optimiser vos adaptations. En tout cas, le laboratoire répondra à toutes vos questions, comme je pourrais faire dès ce soir, en tout cas dans un premier temps. Donc je vais laisser Dimitri reprendre le micro pour justement toutes les questions qui ont pu être posées. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois. Merci Benoît. Écoute, très belle présentation, très claire. Finalement, pour le moment, assez peu de questions, mais je vois qu'elles arrivent. On va commencer par une question qui n'est pas facile. C'était la première, concernant particulièrement les cadrans. Juste rappeler qu'un cadran, en fait, c'est une portion sur laquelle on va travailler qui ne fait que 90 degrés et qui n'est pas symétrique sur un méridien à l'inverse de la torique. La question c'est, le cadran pourrait-il solutionner un prolapse conjonctival? Sous-entendant, quand il y a trop de clearance au limbe dans un cadran, est-ce qu'on pourrait diminuer cette clearance uniquement au niveau de cette portion du limbe pour limiter le prolapse? Voilà. Du coup, c'est une bonne question parce que c'est des observations qu'on a souvent, qu'on peut avoir, en tout cas de temps en temps, en sclérale. Alors, dans un premier temps, la première chose que je conseillerais, ce serait d'aller chercher à optimiser la clairance centrale pour éviter de se retrouver justement avec une clairance qui a tendance à être excessive. Et ensuite, si on a toujours justement ce tablier ou ce prolapsus conjonctival, effectivement, c'est d'aller diminuer la clairance au niveau du limbe, donc d'appliquer de faire un cadran au niveau de l'observation. Donc ça, ce serait possible effectivement. Alors moi, si je peux me permettre quelques commentaires supplémentaires, je dirais que faire un cadran pour diminuer la clearance limbique, c'est possible, surtout quand c'est horizontal ou en supérieur. À l'inverse, lorsque c'est inférieur, le risque c'est qu'en diminuant la clearance dans la partie basse, votre lentille se décentre plus.
La raison à cela, c'est qu'en fait, quand on veut recentrer une lentille, on a effectivement tendance à refermer le cadran inférieur, donc augmenter un peu la clearance inférieure. Il y a malheureusement des effets secondaires à tout cela, et donc la limite de ça, c'est pour les prolapses en partie inférieure, qui sont les plus fréquents finalement, et souvent liés à un décentrement de la lentille inférieure. Eh bien, le cadran pourrait être une solution, mais il a malgré tout ses limites. Dans les autres méridiens horizontaux et dans le cadran supérieur, par contre, c'est beaucoup plus efficace, c'est vrai. Pardon. Alors, des questions concernant le parallèle entre l'air cône scléral et l'ICD. Pourquoi choisir... Alors, j'ai deux questions qui se rejoignent. Pourquoi choisir l'AKS plutôt que l'ICD? Et quelqu'un d'autre pose la question, et alors, que devient l'ICD? Les deux questions sont assez liées. Ouais, c'est des bonnes questions. Excusez-moi, c'est des bonnes questions. Moi, je pense que ça reste des lentilles qui peuvent être complémentaires. Déjà, dans un premier cas, tous vos patients qui sont équipés en ICD et qui sont bien en ICD, je vous invite à les conserver, à conserver leurs lentilles donc, en ICD, de rester là-dessus, éviter de refaire une nouvelle adaptation quand ça ne se justifie pas. Maintenant, vos nouveaux porteurs, effectivement, vous pouvez tout à fait commencer votre adaptation en AKS. Comme on a pu voir, ça reste dans l'idée, ça reste un prolongement de l'ICD, donc vous garderez vos habitudes tout en ayant ces nouvelles possibilités qu'on n'a pas avec l'ICD. Donc voilà, moi j'expliquerai comme ça, vous gardez vos patients qui sont bien en ICD, vous les conservez comme on aurait l'habitude de faire avec toute autre lentille. Maintenant, vos nouveaux patients, vous pouvez les basculer en AKS si vous êtes équipé de 2 boîtes d'essai et si vous avez une géométrie qui pourrait se justifier en AKS. Merci. Alors une question assez simple, mais malgré tout qui nécessite effectivement d'être développée, c'est quelle clearance centrale doit-on s'attendre après une journée de port? Alors moi je vais rajouter après une journée, une semaine ou un mois, puisque c'est pas forcément les mêmes. Ouais. En web, ça peut se voir que plus la lentille est portée, plus la clairance a tendance à diminuer. Moi, ce que je recherche, c'est une clairance similaire à l'épaisseur de la lentille à la pose de boîte d'essai. On s'aperçoit que rapidement, on a une perte d'environ 50-100 microns. Et du coup, un peu plus au bout d'une journée et fin de mois. Donc, je dirais pour tout ce qui va être cornée irrégulière, donc pour tout ce qui n'est pas forcément, tout ce qui est kératocone, DMP, ça pourrait être une clairance vraiment quasiment, je ne vais pas dire tangent, mais presque sur l'apex, parce qu'on peut s'attendre à une clairance un peu plus optimale au niveau de la base. Donc, je parle vraiment de kératocone et DMP. Pour tout ce qui est greffe de cornée, évitez d'avoir une clairance excessive, donc j'irais plutôt chercher dans les 150-200 microns de clairance pour garder une bonne oxygénation. Là où vous pourrez vous permettre d'avoir, à mon sens, une clairance un peu plus importante, ça va être sur les problèmes de surface, notamment de sécheresse, pour justement apporter entre guillemets, une bonne osmolarité à votre clairance lacrymale, à votre clairance. Donc ça va vraiment dépendre aussi des indications, donc c'est pas forcément évident à répondre précisément à répondre d'une façon générale à la question. Voilà, vous pouvez vous permettre d'avoir un peu moins de clairance sur des cornées irrégulières et un peu plus sur des problèmes de surface. L'idée, ce serait ça. Alors, juste pour compléter, en général, ce qui se dit en l'occurrence dans différentes études sur les lentilles sclérales, c'est que les petits diamètres qu'on utilise aussi pour des ectasies plus faibles ont souvent des clearances à l'apex plus faibles. Et à l'inverse, les lentilles plus grandes ont souvent des clearances également un peu plus grandes parce qu'on les utilise pour des irrégularités plus fortes ou recouvrir une surface plus grande dans le cadre de sécheresse sévère. Et ça rejoint exactement ce que tu disais, pour la sécheresse, souvent un petit peu plus de clearance. Une question concernant la zone de cornée, zone périphérique de cornée et la zone limbique. Est-ce qu'on peut ouvrir dans une zone spécifique? Donc j'imagine, si je traduis la question par cadran, en C ou en L. L'exemple donné, c'est par exemple juste en nasal. Peut-être parce qu'en nasal, les aplatissements sont plus forts que dans les autres cadrans.
Alors en L, oui, en C, techniquement, on pourrait le faire. Après, il faudrait voir est-ce que cela se justifie par rapport à l'adaptation, ce qui n'est pas forcément le cas sur la zone C, à mon sens. Alors, moi, je vais me permettre d'apporter un complément. Si on ne le fait pas sur la zone C, c'est parce que ça aurait un effet qui pourrait, lorsque la modification asymétrique de la zone C se fait sentir, serait de désaxer entre guillemets la zone optique par rapport à l'axe visuel. C'est un peu exagéré, mais malgré tout, c'est vraiment une incidence qui pourrait se faire. Et donc, du coup, il n'y a pas de toricité, il n'y a pas d'asymétrie en C parce que aujourd'hui, la modification reste circonférentielle. Par contre, il y a de la toricité possible en limbe, ainsi que de la symétrie possible en limbe, mais également, depuis peu de temps, également en sclère. Indépendamment du limbe, il est possible de modifier de façon torico-asymétrique le limbe et ou la sclère. Alors, une autre question, Benoît, une question un peu piège, attention. L'AKS a-t-elle tendance à s'affaisser comme l'ICD? Moi, pour mon expérience personnelle, je trouve que le comportement est quand même différent de celui de l'ICD. Euh, on peut observer, je trouve, à mon sens, quelques petites mobilités à la pose de la lentille qui ont tendance à enfin, qui disparaissent par la suite et qui ne sont pas forcément problématiques. Et au niveau de l'enfoncement, moi, je trouve pas qu'elle s'enfonce plus en revanche. Pas moins, pas plus. Je trouve que c'est pas une observation que j'ai pu avoir personnellement. Ouais. Maintenant, voilà, la différence au niveau de la pause, si on peut comparer ça, c'est vraiment cette petite mobilité qu'on pourrait avoir au début de pause, euh, contrairement à l'ICD. Donc, est-ce que s'explique par la différence d'épaisseur entre les deux lentilles? Ouais. Je Alors, sais pas. en parlant d'affaissement, il y a effectivement l'affaissement de la lentille dans la conjonctive. À un moment, je me suis demandé au niveau de la question, est-ce qu'on parlait pas également de flexion compte tenu de la faible épaisseur de la lentille. Donc c'est une lentille qui permet une apposition parfaite sur la conjonctive grâce à sa géométrie sphérique ou torique ou asymétrique ou collerette quand il y en a besoin. Et donc cette parfaite apposition circonférentielle empêche en fait tout simplement la flexion. Hein. Donc pour répondre de deux manières à cette question et compléter peut-être cette question. Une autre question très intéressante. Pour remplir la lentille, est-ce qu'on conseille un collyre hydratant mélangé avec du sérum physiologique ou uniquement du sérum physiologique? Euh, alors, tu me dis si je me trompe, mais au niveau du laboratoire, on va dans un premier temps, dans tous les cas, indiquer et conseiller du sérum physiologique pour toute adaptation. Effectivement, pour certains cas, et notamment sur les problèmes de pathologie de surface et sécheresse, c'est pourquoi pas poser avec un agent hydratant, mais dans ce cas-là, il vous faut, alors après c'est sous conseil ou validation d'un médecin, d'un agent hydratant avec un acide hyaluronate faiblement dosé et unidose, donc pour éviter justement conservateur dans la lentille. Ça, moi, pour quelques situations et quelques cas, ça a permis de limiter un encrassement. Ça permet aussi de faciliter une manipulation qui peut être pour certains compliquée. Et donc, du coup, avec l'insertion de bulles au moment de la pose, donc le fait d'avoir justement cet agent hydratant, ça va rendre le fait de remplir avec ça, ça rend le mélange plus visqueux. Et donc, le patient fait moins couler le sérum phi au moment de la pose. Euh, Maintenant, ça va dépendre vraiment de l'indication auquel on a affaire. Merci. Alors, un peu en parallèle à cela, y a-t-il une solution pour éliminer les débris du film lacrymal que l'on peut observer chez certains porteurs au bout de quelques heures? Bah, toujours un peu pareil, et c'est le raisonnement que je pense qu'il faut avoir dans n'importe quelle adaptation, c'est bien gérer votre clairance pour éviter d'avoir soit un excès ou à l'inverse une clairance qui soit pas suffisamment importante pour justement avoir une optimisation au niveau de l'osmolarité de votre sérum phi ou autre. Et effectivement, bah, ce qu'on vient d'indiquer, dans certaines situations, l'ajout de collyre hydratant peut être une solution. Maintenant, quand vous êtes sur des surfaces qui sont très altérées, effectivement, on peut avoir un encrassement de la clairance.
malheureusement, c'est pas le plus pratique, mais ce qui peut être fait, c'est d'enlever la lentille, de la rincer, bien la nettoyer, de la rincer au sérum de la reposer. Toujours dans le sens de cette question, pour la compléter, est-ce que on peut agir sur les paupières? Est-ce que ça a une incidence? Euh, je pense que dans tous les cas, ça ne fait pas de mal d'avoir une hygiène palpébrale au préalable. Maintenant, lorsque la lentille est posée, théoriquement, il n'y a pas de flux lacrymal sous la lentille, donc ça ne devrait pas avoir d'incidence directe au moment de la pose de la lentille sur l'encrassement de la clairance. Euh, Néanmoins, encore une fois, je pense que ça dépend de l'indication auquel cas vous pouvez avoir affaire. Si c'est un problème de mouillabilité, donc là, effectivement, faire de l'hygiène palpébrale sera un atout. Et bah, je vous invite aussi à ajouter le traitement Hydrapec pour optimiser votre mouillabilité lentille. D'accord, merci. Une petite question toute simple. Que se passe-t-il accidentellement quand on nettoie une sclérale Hydrapeg avec l'eau Técline? Alors les deux ne sont pas contre-indiqués, néanmoins il faut simplement faire attention à l'action mécanique, donc c'est-à-dire à l'action de massage de la lentille, et éviter d'avoir un massage trop fort qui pourrait altérer le traitement. Donc c'est possible de faire un OT clean sur Hydrapeg. Euh, voilà, il faut simplement faire attention et peut-être éviter de répéter l'opération trop régulièrement pour éviter d'abîmer le traitement. Et est-ce que tu aurais des conseils d'entretien pour les lentilles traitées Hydrapeg? Pas forcément sclérales. Dans tous les cas, on vous envoie une fiche avec les solutions appropriées et adaptées avec le traitement Hydrapeg. Donc, sur le laboratoire, bah, on pourra vous préconiser la solution Clio qui va se différencier en soft pour toutes vos lentilles souples et les hybrides, ainsi que GP pour les lentilles rigides et bah, SL maintenant pour les lentilles sclérales, donc avec un étui scléral D'accord. qui est approprié, adapté. Une question toujours sur l'hydrapeg et les dépôts. En cas de dépôt fréquent sur la lentille, malgré un traitement de surface oculaire, un remplissage de la lentille par un acide hyaluronique et un retrait de la lentille au milieu de la journée, que peut-on proposer de plus aux patients? Ah, on a déjà essayé pas mal de choses, hein. Ouais, ça fait déjà beaucoup. Après, bah, malheureusement, j'ai pas encore de solution miracle. Enfin, moi, je sais pas si le labo en a, mais je suis pas au courant de solution miracle par rapport à ça. Euh, J'aurais, ouais, je vais pas. Alors sincèrement, hein, là, on a déjà tout essayé, hein. L'hydrapeg, les gouttes, le renouvellement du sérum, le nettoyage en cours de journée. Effectivement, des fois, il n'y a pas de solution miracle, hein, je suis d'accord, hein, et je te rejoins. Moi, je vais avoir une petite question. L'hydrapeg, faut-il attendre les plaintes d'un patient ou d'un porteur pour le conseiller, ou peut-on l'anticiper dans le sens qui peut le plus, peut le moins? Je pense qu'on peut l'anticiper. Maintenant, je suis aussi d'avis de ne pas le généraliser. Vous pouvez le voir, à mon sens, quand vous. Enfin, on peut voir l'efficacité quand vous avez des larmes, une qualité lacrymale qui est de mauvaise, enfin, justement, qui est de mauvaise qualité. Là, on pourrait anticiper en demandant le traitement Hydrapeg. Maintenant, quand vous êtes sur une qualité lacrymale qui est bien, qui est présente, est-ce que ça se justifie? Je ne sais pas et je ne pense pas. Maintenant, l'anticiper ne fera pas de mal. Vous aurez forcément une mouillabilité qui sera tout à fait correcte dans tous les cas. En tout cas, une meilleure mouillabilité que sans. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ajoute quand même un coût à la lentille. Donc, je pense qu'il faut aussi se mettre à la place du patient. Est-ce qu'on a envie d'avoir, entre guillemets, une option qui ne se justifie pas? Voilà. Merci. Si je peux me permettre de revenir sur la boîte d'essai et son aspect pratique, les étuis sont différents de l'ICD. Avant c'était des étuis plats, maintenant ce sont des étuis type lentille rigide. Est-ce qu'il y a un intérêt à cela? Bah, l'intérêt, il est bah, déjà pour la boîte d'essai, ça nous permet d'avoir plus de lentilles et de prendre moins de place. Et après, c'est surtout pour faire votre vaisselle, c'est-à-dire et pour la manipulation, ça simplifie la prise de la lentille. Donc, ça vous évite de mettre le doigt dans la lentille et donc éventuellement d'ajouter des dépôts dedans. Donc, vous pouvez directement la côté, en faisant attention bien évidemment.
Et après, au moment de la décontamination de celle-ci, bah, ça vous évite encore une fois de mettre le doigt dedans et donc d'avoir les mains qui sentent la javel, pour faire simple. Alors, une autre question, alors là qui est pas si évidente que ça. Est-ce qu'on peut avoir une compression sans blanching? Alors, si je comprends bien, ce serait éventuellement en retrait de la lentille, avoir un marquage de la lentille au niveau de la sclère. Oui, ça peut arriver. On pourrait l'observer, je pense, au fluo au retrait de la lentille. Maintenant, c'est de savoir est-ce que avoir cette compression sans blanching est problématique et est-ce qu'une plainte est associée? Est-ce Euh, que ça... alors, j'ai un complément sur la question là qui vient d'arriver. Appel vasculaire pendant le port et inconfort. Voilà. Voilà. Alors, du coup, si on a cette observation et cette indication d'inconfort, bah, vous pouvez toujours venir soulager justement en ouvrant entre guillemets, le paramètre de la sclère pour limiter cette compression sans blanchir. Ouais. Alors, moi, quand je comprends la question, je me demande où est l'appel vasculaire. Est-ce qu'il est extérieur à la lentille ou est-ce qu'il est plutôt au niveau du limbe? Ce qu'on rencontre enfin, de temps en temps à extérieur à la lentille. Voilà. Alors, Alors, si je vois bien, si s'il est extérieur, on aura forcément, enfin, dans l'idée, on va avoir une compression, donc le blanching, il se freine directement. Donc oui, là après, on retombe sur les possibilités de modification de paramètres. Donc soit en venant ouvrir le paramètre S, si on a une compression qui pourrait être sans blanching, entre guillemets, qui pourrait être enfin, localisée, on pourrait partir sur une torique et éventuellement faire un cadran ou une collerette. Si je prends un exemple, c'est ce qu'on peut rencontrer justement sur les pinguéculas où on a une compression d'un pinguicula qui génère justement cette appel vasculaire à l'extérieur. Alors, il y a aussi ce qui se passe quelquefois sur sur des porteurs qui présentent une sécheresse de surface, où bah, l'œil est protégé sous la lentille et puis entre guillemets agressé parce que par manque de lubrification à l'extérieur. Cela peut arriver aussi quelquefois. Après, ça peut être aussi des irrégularités sur la conjonctive qui font qu'il y a il y a une zone de sécheresse liée à une irrégularité conjonctivale qui n'est pas couverte par la lentille. Et puis après, ça peut être l'environnement, même sans sécheresse excessive, ça peut être l'environnement agressif qui agresse la conjonctive qui n'est pas recouverte par la lentille et qui explique quelquefois une rougeur conjonctivale extérieure à la lentille sans compression de la lentille. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte et donc c'est là où l'adaptateur doit poser les bonnes questions également et bien analyser parce que c'est pas systématiquement un échec de la lentille et quelquefois il n'y a pas de changement à prévoir. C'est simplement lié aux conditions, à la morphologie ou aux conditions d'utilisation du porteur. Alors c'est marrant parce qu'au fur et à mesure les questions arrivent. Euh, Au bout de combien de temps de port va-t-on prendre en compte une surréfraction torique? Grosso modo, combien de temps faut attendre pour stabiliser la lentille et la réfraction pour pouvoir travailler dessus? Alors, moi, je vous donne ma pratique. Je fais une première observation déjà de ma stabilisation de lentille à la pause. Et ensuite, on conseille toujours de laisser porter, dans le meilleur des cas, au moins 1 heure pour faire vos vérifications. Donc là, ça nous permet de faire un deuxième contrôle de la stabilisation de lentille. En fonction de la réfraction que vous allez obtenir, si on va la plupart du temps on travaille quand même sur des cornets compliqués, donc sur des puissances de lentilles qui sont assez significatives, est-ce que l'ajout d'un cylindre dès la première lentille se justifie? Moi, je ne le mets pas sur la première lentille, ce qui me permet de faire mes modifications en fonction des observations que j'ai pu faire de la lentille de la boîte d'essai et de renoter mon axe de stabilisation sur mes contrôles avec un temps de port un peu plus long. Donc en général, je revois le porteur avec un temps de port qui est au moins de 2 à 4 heures. Et si j'ai toujours ma stabilisation qui est identique et que ma réfraction complémentaire cylindrique est semblable à ma première réfraction, dans ce cas-là, on pourra faire la modification en ajoutant le cylindre en tort externe. Ouais.
Alors, je vais me permettre un petit complément, une petite astuce qui fonctionne malgré tout assez bien. Le plus important, c'est déjà de s'assurer qu'il n'y ait pas d'appui sur l'ensemble de la cornée de limbe à limbe. Parce que s'il y a des appuis, lorsqu'on va les enlever par modification du L, du C ou de la flèche, eh bien la stabilisation de la face postérieure de la lentille peut être modifiée. Et donc du coup, le cylindre qu'on va vouloir ajouter ne va pas correspondre parce qu'il sera dans le mauvais axe à cause de la stabilisation de la lentille qui changera. Ça c'est le premier point. Donc s'assurer avant de mesurer un axe de stabilisation que la lentille ne touche pas la cornée de limbe à limbe et que les paramètres globalement de L, C et flèche sont justes. Le deuxième point, une fois qu'on a ça, ce serait un petit test tout simple. Si on la fait tourner de 20 degrés SAM avec le doigt, et on fait cligner, la lentille doit revenir en position. S'assurer que la lentille est stable. Après, on peut le faire en SIAM si on veut. Et une fois qu'on a effectivement cette stabilité assurée, on peut réfracter et avoir une bonne prédictibilité de la stabilité et donc de la stabilité non seulement de la face arrière mais également du cylindre résiduel qu'on mettra en face avant, donc en tore externe ici à ce moment-là. Alors, en cas de persistance d'une aspiration conjonctivale malgré la diminution du paramètre L, qui, précisons-le, n'est pas toujours possible, avec une flèche bien adaptée, est-ce qu'il y a d'autres paramètres à changer ou bien pourrait-on tolérer cette aspiration si elle est asymptomatique ? Je pense que oui, effectivement. Après, je veux dire, la réponse est un peu dans la question. Si l'aspiration est asymptomatique, donc qu'on a ce tablier, qu'il n'y a pas d'appel vasculaire au niveau du limbe, parce que le tablier en général, va se replier au niveau du limbe, donc qui pourrait engendrer en fait une perte d'oxygénation de celui-ci. Si on n'a pas de gène, si on n'a pas de signe clinique qui nous montre justement cette hypoxie, à mon sens, on peut se permettre de le laisser. Après, je conseillerais quand même un contrôle régulier et fréquent pour s'assurer que tout aille bien. Merci Benoît. Alors, je vais me permettre d'ajouter un élément dont on n'a pas parlé pour les tabliers tout à l'heure. Lorsqu'on a ce type d'observation, quelquefois, en fait, la zone de transition entre la zone sclérale et la zone limbique, ce qu'on va appeler la charnière sclère-limbe, en fait, tout simplement, est un peu trop loin du limbe anatomique. Ce qui fait que ça augmente la clearance, ça augmente le volume de l'arme au limbe et donc l'effet d'aspiration de la conjonctive lorsqu'elle est lâche. Quelquefois, le seul fait de réduire de 0,50 un diamètre, si on voit que la fluo va largement au-delà du limbe à l'observation, c'est une observation qui est très facile à faire. Si la fluo va vraiment très loin après le limbe, c'est que notre diamètre est un peu grand, il suffit quelquefois de le réduire sans rien toucher d'autre et dans certains cas, ça va réduire cet effet de prolapse conjonctival. Voilà, donc vous voyez comme quoi il existe plein d'astuces, mais les observations sont essentielles. Une question toute simple, l'AKS existe-t-elle en multifocal ? Pas encore ? Merci. Que conseillez-vous pour une forte sécheresse oculaire, une ICD ou une AKS ? Bon, tu y avais déjà plus ou moins répondu. Oui, alors après, maintenant, si on va pour optimiser, on cherche à avoir une clairance peut-être un peu plus importante sur une sécheresse, donc pour essayer de faciliter l'oxygénation de votre cornée, pourquoi pas une AKS, parce qu'on a une lentille qui est un peu plus fine. Dans le cas contraire, si vous faites une ICD, ce qui est tout à fait faisable, possible, et il n'y a pas de problème, à ce moment-là, demandez aussi le matériau AQT200 qui est maintenant disponible sur ICD également. Alors je me suis permis un petit calcul là pendant ton explication, à savoir qu'une AKS qui ferait 0,20 mm avec un DK de 211, ça fait environ un DK sur E de 100. Donc en fait on est très voisin ou équivalent au DK sur E des lentilles rigides, classiques on va dire, et donc ce n'est plus le matériau et la lentille en elle-même qui est limitante en termes d'oxygénation, mais la clearance de l'arme induite par l'adaptation et donc est un critère que peut gérer l'adaptateur et donc n'est plus un problème lié directement à la lentille. Question justement en parallèle à ça, et le DK de l'eau, alors on va parler plutôt du DK des larmes, lui il est d'environ 80 et donc c'est pour ça que c'est à l'adaptateur de gérer ce paramètre en jouant sur sa clearance.
Je crois qu'on a répondu quasiment à l'ensemble des questions. Moi, si je vais me permettre juste un dernier point, c'est concernant les boîtes d'essai dans l'utilisation. Les diamètres ont été définis à 15 mm et 16,5 mm. Alors 16,5 mm, très souvent, c'est des lentilles qui sont prescrites. 15 sont des lentilles assez rarement prescrites. Elles sont plutôt prescrites en 15,50. Parce que 15,50 est un diamètre plus adapté à des cornets normales. Alors vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas choisi de mettre 15,50. Pour une raison toute simple, c'est que quand vous essayez une lentille de diamètre 15, vous pouvez extrapoler vers un diamètre 15,50 avec une parfaite prédictibilité, et de même vers un 14,50. Donc 15 vous permet d'adapter avec une parfaite prédictibilité entre 14,50 et 15,50. Et alors pourquoi on a choisi 16,50 ? C'est exactement pour la même raison, c'est que ça vous permet avec une parfaite prédictibilité d'équiper avec un diamètre, d'étendre vos observations et de prescrire vers un diamètre 16 en ayant posé une 16,50 ou 17 ou 17,50 en ayant posé un 16,50. Donc en fait voilà, c'était pour avoir des diamètres, on va dire, médians, permettant d'aller avec une parfaite prédictibilité de 14,50 jusqu'à 17,50. Je me permets, Benoît, cette petite précision parce qu'on a souvent au service technique la question vous avez une boîte d'essai avec un diamètre de 15, mais finalement, à chaque fois, vous nous demandez pour des cornets de diamètre standard de la commander en 15,50. Et la raison, elle est là. Le diamètre 15 permet la parfaite observation et la parfaite commande et prescription vers un 15,50. Parce que la prédictibilité est là. Une question concernant le remboursement. Exact. Est envisagé comme une autre lentille sclérale. Dernière nouvelle, non. Pour information, c'est les remboursements. On a fait des demandes de remboursement, on a monté des dossiers. Malheureusement, on s'est fait retoquer. C'est un peu la raison pour laquelle on a sorti cette lentille-là, parce qu'on a pu justement, on va dire, mettre l'argent de ces dossiers et l'énergie surtout pour vous proposer une nouvelle lentille avec de nouvelles possibilités, en travaillant aussi sur une tarification qui est bien plus intéressante, parce qu'aujourd'hui, on est sur une lentille sclérale qui sort moins cher qu'une lentille de spécialité, une lentille rigide de spécialité, donc qui est plus abordable pour le porteur, mais pas de remboursement intégral de la lentille comme peut l'être une lentille présente sur le marché. Eh bien, je pense qu'on a fait globalement le tour des questions. Donc voilà. Cette vidéo est enregistrée. Elle sera disponible sur le site internet dans l'espace formation du laboratoire, donc www.laboratoire-lcs.com. Elle sera disponible d'ici la fin de semaine. N'hésitez pas à communiquer autour de tout cela. Et puis de prochaines visios vous attendent. La prochaine, c'est sur les lentilles rigides Aeria dans 15 jours. Très bien. Merci en tout cas à tout le monde de votre participation et de votre engouement pour toutes ces questions. Bonne soirée.